tu nous as bien expliqué que, en fait, il y a la vie authentique, où l'homme assume son être véritable, de mortel, et qui peut avoir une destinée tragique d'ailleurs, et donc disposé à l'héroïsme. Et la vie inauthentique, où l'homme a une vie dominée par ses instincts chaotiques, et tu as montré brillamment comment, aujourd'hui, on s'efforce justement d'enlever à l'homme ce caractère authentique et développer au contraire son caractère inauthentique. Et c'est bien ce que nous vivons au quotidien, par tous les moyens formidables dont disposent ceux qui nous gouvernent et ceux qui gouvernent ceux qui nous gouvernent. Merci beaucoup Yvan. Et je vais maintenant passer la parole à la salle pour les questions. Alors, merci, bravo. Je vais commencer par vous, monsieur, s'il vous plaît. Oui, je voulais juste apporter en fait quelque chose qui pourrait un peu donner un éclairage à votre exposé. Lorsqu'Alexandre Dugin lui parle énormément de déterminisme historique, enfin notamment le terme eschatologie revient énormément dans sa bouche, et donc ça voudrait dire que ces quatre pôles, en fait, l'origine de la dégradation de ces quatre pôles probablement ne vient pas justement, comme vous disiez, de ceux qui nous dirigent, mais peut-être de facteurs extérieurs que nous ne maîtrisons pas et qui sont, pour Dugin, en référence à René Guénon, d'origine cosmique. C'est-à-dire que pour lui, il y a une forme de... C'est assez tragique, c'est une forme de prédestination, de cycle historique, qui fait que l'homme, malgré tout, est un peu déterminé par cette dégradation des âges. Julie Sévola en parle aussi dans ses ouvrages. Je sais que c'est en contradiction avec le libre arbitre prôné par l'Église catholique, mais pour Dugin, il y a quand même ce terme, quand on lit un peu Guénon, on sent bien que quelque part, c'est ainsi. Enfin, oui, mais j'ai jamais voulu dire, ou alors si je l'ai dit, c'est par erreur, que c'est les chefs qui dirigent tout et qui dirigent l'histoire. Effectivement, Heidegger pense exactement le contraire, hein, et Dugin aussi d'ailleurs. Les chefs, ils accompagnent l'évolution de l'être, qui peut être totalement négative, comme elle peut être positive d'ailleurs. Mais donc leur rôle est quand même relativisé par rapport à ça. C'était un de ses désaccords avec le national-socialisme. Monsieur. Hervé Gamblot, j'aurais une question. Alors, votre ami Václav Klaus, avec qui nous déjeunions en décembre, rappelait à juste titre que la Russie est un succès en termes de démocratie. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter que la Russie finalement a su avoir une démocratie réussie, mais sans la religion démocratique de l'Occident, c'est-à-dire sans le moralisme, le féminisme et les lâchetés opportunistes et utilitaires qui caractérisent la religion démocratique? Si vous voulez, encore que cette religion démocratique n'a rien de démocratique. Je veux dire, la démocratie n'est pas... La démocratie, ça n'est pas le féminisme, ça n'est pas l'antiracisme, ça n'est pas aucune de ces choses-là. La démocratie, c'est simplement le fait que le peuple décide de son destin à travers des référendums et des élections. Donc, on a plaqué là-dessus une idéologie, effectivement, une idéologie égalitaire, mais qui sert le système dont je parlais tout à l'heure, le Gestell, puisque, par exemple, pour prendre un exemple, en Europe, toute forme de discrimination, en principe, est interdite par la loi, sauf une seule, l'argent. Si vous créez un club demain en disant pour être membre du club, il faudra gagner 500 000 € par mois, personne ne va faire la moindre histoire. Hein. Enfin, peut-être marginalement, mais enfin, ça ne fera pas de scandale. Mais si vous commencez à dire je veux faire un club où il n'y aura que des gens de race blanche, là, vous faites un scandale. Ou même si vous disiez je veux faire un club qui sera réservé uniquement aux catholiques traditionnalistes et pas aux autres, c'est déjà très mal vu. Donc toutes les formes de discrimination sont, disons, rejetées, sauf la discrimination par l'argent. C'est une façon de faire ressortir l'argent comme valeur dominante de la société, mais c'est bien le cas. Monsieur. Une question rhétorique et une inquiétude, enfin une vraie question. Vous serez sans doute d'accord pour dire que l'accession au pouvoir de Poutine est un ereignis. Et la deuxième question, c'est y a-t-il un lien entre les analyses heideggeriennes que reprend donc Dugin comme vous, et puis la perspective eurasienne, l'eurasisme? Est-ce qu'il y a là une chance de décentrement et donc
de renouveau. Enfin, Oui, le racisme, c'est très important chez Dugin, mais ça n'existe pas chez Heidegger, à ma connaissance. Ça, bien sûr. c'est un point de vue russe, ça, spécifiquement russe. Bon, quand vous êtes allemand, vous n'avez pas de raison de réfléchir beaucoup sur le racisme. C'est pas interdit d'ailleurs, mais enfin bon. Donc, c'est vrai que Dugin a défendu cette idée pour essayer de marquer une distanciation entre le monde occidental et le monde russe. Alors évidemment, si on dit que le monde russe est un monde qui a sa spécificité propre qui est l'Eurasie, ou la culture eurasienne, disons, à ce moment-là, ça accroît la distance avec l'Occident. Bon, cela dit, quand vous discutez avec des Russes, vous apercevez que tous, presque tous, à part quelques intellectuels justement, mais ils vont tous dire on est des Européens. Ils ne se sentent pas du tout eurasiens, au sens, je veux dire, il n'y a pas 50% d'esprit chinois et 50% d'esprit occidental dans l'âme russe. C'est marginal ce qui peut être asiatique. La question c'est, est-ce que la référence à Heidegger que vous partagez avec lui, est-ce qu'il y a un lien avec le racisme? Est-ce que le racisme est perçu comme une chance de régénération, un truc comme ça? Ah oui, pour Dugin, oui, c'est une chance de régénération. Donc mise en cause du Gestell et du Gefiert. Voilà, c'est enfin oui, parce qu'on met en cause effectivement le Gestell. Le Gestell, c'est le mauvais Gefiert, si je puis dire. Hein. Donc, le racisme consiste effectivement à se distancier de ça. Alors, il y a un chef d'État qui a voulu en faire une espèce de porte-drapeau politique personnel, qui est le président Nazarbayev, le président du Kazakhstan. Mais là aussi, ça s'explique, comme souvent en politique, par des considérations géographiques, historiques, locales. Le Kazakhstan, évidemment, est un État peuplé à la fois de Russes et de Kazakhs, donc il est vraiment eurasien, on peut dire. Hein. Cela dit, je ne connais pas le pays. Ça m'a toujours fasciné, ça m'a toujours intéressé, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. C'est un pays qui est très marqué, bien sûr, par l'ancienne Union soviétique, par l'ancien empire des Tsars. Donc il est très proche de la Russie, en définitive. Ce qu'il y a, c'est que la majorité de la population, effectivement, est kazakh, donc elle n'est pas russe. Bon. Alors, la question est de savoir si Poutine va tourner kazakh. Oh là là. Pas mal, pas mal. Heureusement que tu vas poser une bonne question après. Parce que ça plairait aux Russes. Tu ne nous laisses pas une bonne réponse. Les Russes aiment beaucoup ce genre d'humour, donc ça leur plairait. Alors Henri de Lesquen. Oui, alors, merci pour ton exposé magistral, Yvan Blot. Je m'interroge en fait sur la philosophie, parce que, en t'appuyant sur Heidegger et secondairement sur Dugin, au fond, tu pars du principe que la philosophie, en l'occurrence celle de Heidegger, peut expliquer le monde, peut expliquer l'histoire, qu'il y a donc une possibilité de faire une philosophie de l'histoire. Alors moi, je suis dubitatif. Je remarque d'ailleurs que tu as dit à la fin, Heidegger, ironiquement, a dit « je ne suis pas philosophe ». C'est amusant. Moi, je me demande s'il n'y a pas un vice consubstantiel à la philosophie de l'histoire et même à la philosophie tout court. Restons à la philosophie de l'histoire, mais peut-on, simplement par des raisonnements philosophiques, interpréter le monde des hommes et pouvoir se prononcer sur l'évolution de la société en faisant abstraction de toute analyse scientifique, non seulement de la science dure, mais aussi des sciences humaines, sociologie et économie. Bon. Marx, d'ailleurs, dont je pense le plus grand mal, avait sans doute compris les insuffisances de Hegel sur ce plan, puisqu'il avait cherché à compléter Hegel par l'économie. Et malheureusement pour lui, il a pris l'économie de Ricardo, qui était nulle et non avenue, avec sa valeur travail, mais il a senti le besoin de compléter la philosophie par la science, en l'occurrence par l'économie. Heidegger n'a pas senti ce besoin. Et Heidegger non plus me paraît un philosophe pur, quoiqu'il ne veuille pas être philosophe, et donc il parle de postulats qu'il présente comme des évidences, mais qui ne sont fondés sur rien, sans expliciter l'acte de foi qui, à ma connaissance, devrait être à l'origine de toute véritable philosophie. Comme Nietzsche, je crois que Heidegger était frappé par les limites de la science, dans la mesure où la science, bien sûr, a son côté grandiose, mais en même temps, il y a des choses qu'elle ne traite pas et qu'elle ne traitera jamais. La science ne nous dit pas ce qu'il faut faire.
est-ce qu'il faut utiliser une bombe atomique pour exterminer l'adversaire ou est-ce qu'il faut ne pas le faire? La réponse ne peut être que d'ordre religieux, disons, ou alors moral. Donc c'est lié à ce qu'on appelle la philosophie, effectivement. Mais c'est pas la science. Alors Heidegger, il oppose ce qu'il appelle la science à la pensée. C'est pour ça qu'il ne dit jamais qu'il est philosophe, il dit qu'il est un penseur, en fait. Un penseur. Mais pour lui, la pensée n'a pas un caractère effectivement scientifique, et ça va même assez loin, parce que vers la fin de sa vie, il trouve que la pensée trouve son épanouissement le plus grand dans la poésie. Et c'est pour ça qu'il se réfère tout le temps à Hölderlin, qui est un poète, qui n'est pas un savant. Et il pense que c'est la poésie qui fonde une civilisation et pas la science. Par exemple, la civilisation grecque a été fondée sur la poésie d'Homère. Elle n'a pas été fondée sur les découvertes d'Euclide. Alors ça me paraît quand même très vrai, très juste. Oui. Vous en avez un autre qui dit ça, c'est très russe aussi d'ailleurs, parce que Dostoïevski passe son temps à dire ça. Il dit une civilisation s'est jamais bâtie sur la science. Il dit la science elle permet de donner de la puissance, de la force. Mais ensuite, cette force, quelle direction elle va prendre? Elle peut être destructrice, etc. Et là, la science est incapable, il dit la science est incapable de vous faire distinguer de façon vraiment claire la différence qu'il y a entre le bien et le mal. Dostoïevski plaide pour la religion, bien sûr. Hein. Alors, voilà, donc, disons que chez Heidegger, il n'y a pas d'hostilité à la science. D'ailleurs, il passait son temps au milieu des scientifiques, hein, contrairement souvent à ce qu'on croit. Un de ses meilleurs amis, c'était prix Nobel, oui, prix Nobel de physique, Heisenberg. Il a travaillé énormément avec Heisenberg, il avait des comités de scientifiques et il discutait de choses comme ça. C'est pour ça qu'il est resté dans l'incertitude. Dans l'incertitude. Heisenberg. Oui. C'est le principe d'incertitude. Oui, tout à fait. Oui, attendez. C'est vrai. Monsieur, merci. Je voudrais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit, vous poser la question suivante, c'est est-ce que vous ne trouvez pas que dans l'idée eurasiste d'Alexandre Dugin, il y a beaucoup plus d'heideggerisme que dans n'importe quelle idée eurasiste ailleurs, puisque justement il ne conçoit pas le principe d'Eurasie comme étant une Eurasie de Kiev à Vladivostok, mais plutôt comme une Eurasie qui va de Dublin ou Lisbonne jusqu'à Tokyo. Donc un changement d'un monde entier, et non pas simplement d'une toute petite partie d'un continent, mais de la grande terre continent. Oui, c'est très difficile de dire si ce type de raisonnement est heideggerien ou non, parce que Heidegger, finalement, ne fait pas de politique, ou très très peu. Il en fait de façon extrêmement allusive. De temps en temps, ça lui arrive effectivement d'avoir un jugement politique, mais c'est extrêmement rare. Tandis que Dugin, c'est très différent. Il a dirigé un parti politique, il a mené une vie politique très intense, finalement. Ça, c'est la grande différence avec Heidegger. Heidegger s'est toujours tenu à l'écart de la politique. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant dans Dugin, c'est justement peut-être le développement du volet politique ultérieur qu'on peut tirer ensuite de Heidegger. Mais Heidegger lui-même, c'est un peu frustrant pour quelqu'un qui aime bien la politique, comme c'est mon cas, de voir qu'effectivement il ne dit pas grand-chose sur le terrain politique, parce qu'il se situe dans un monde antérieur au choix politique. La politique est une adaptation de la philosophie. Oui, alors c'est toujours pareil. Il va dire c'est la pensée. L'homme doit trouver le sens à sa vie à travers une pensée. Alors maintenant, est-ce que cette pensée est politique? Il répond jamais à cette question, en fait. Monsieur? Je vais revenir sur le débat entre Yvan Plot et Henri Lescun. Je pense qu'il y a la philosophie. Parlez fort, s'il vous plaît. La philosophie. D'abord, Heidegger étant phénoménologue, la philosophie n'explique pas les choses, mais il est attentif. Il montre les choses. Il est attentif à ce qui se passe, à ce qui devrait pouvoir se passer. Et alors, effectivement, dans un second temps, on peut essayer de faire une construction explicative, mais effectivement, dans ce cas, on va vers les sciences humaines, vers une analyse des causes dans l'histoire, mais ça n'est pas le propos de Heidegger. Le propos de Heidegger, c'est l'attention à ce qui advient. Et sans doute que nous, en Occident, nous sommes tellement marqués, et c'est un bénéfice, par une culture scientifique, par les sciences humaines, par une sorte d'abondance d'explications. Chez Heidegger, c'est le bavardage, das Gerede. Quand on parle de quelque chose, d'ailleurs souvent vous parlez avec quelqu'un, il vous donne une explication.
vous parlez c'est curieux, oui, mais c'est parce que. Et ils inventent une explication. Alors que, d'abord, c'est pas sûr, 2, c'est souvent faux, et l'important, c'est plutôt ce qui advient, c'est d'être attentif à la singularité d'une personne, à la nouveauté d'un phénomène. Et je reviens sur le fait que, et je l'ai dit, c'était un peu rhétorique, mais l'accession de Poutine au pouvoir, c'est un ereignis. Vous êtes d'accord? Parce que oui, la Russie change, il y a pas seulement la Russie, le monde. Enfin, l'Irénie, ça a été plus vaste que ça. C'est l'effondrement du marxisme, l'effondrement de l'Union soviétique, oui. Ensuite le chaos, et ensuite l'arrivée de Poutine. C'est tout cet ensemble. Mais là, il y a une redistribution des cartes en Syrie, en Russie, etc. Il y a vraiment quelque chose qui le dépasse. Oui, mais je pense qu'il le dirait. C'est ça les règnes, c'est ça le... Oui, je suis d'accord. Oui, monsieur Parlez fort, s'il vous plaît, pour qu'on puisse enregistrer vos questions. Pour rebondir un peu sur ce que vient de dire monsieur, est-ce que vous pensez que le renouveau français sera forcément, viendra d'un pays dont le cœur est plus jeune, comme la Pologne, où on voit en ce moment la Pologne, la Hongrie, en tout cas les pays slaves qui restent des pays assez vaillants dans le fond et qui suscitent en fait de l'intérêt de la part de personnes chez nous qui encore ont un peu de l'espoir dans la vaillance. On a l'impression justement que la France, l'Allemagne et l'Angleterre seront les derniers pays qui seront au final le terrain de jeu des diverses puissances mondiales. Est-ce que vous pensez que justement le renouveau français viendra plus cette fois-ci de l'extérieur que de l'intérieur? Pour l'instant, c'est l'impression qu'on a. Maintenant, on ne peut pas savoir de quoi l'avenir sera fait, parce que si vous reprenez la formule de Hölderlin, comme quoi ce qui sauve vient toujours de l'endroit où le danger est majeur, le danger est majeur, c'est plutôt ici. Donc, on peut imaginer, disons, des apparitions historiques qui ne sont pas encore advenues, mais qui viennent de France ou d'Allemagne, par exemple. Il se peut qu'on ait des surprises tout à fait étonnantes avec ce qui va se passer en Allemagne dans les années qui viennent. Parce que vous avez une espèce de culture d'après-guerre qui s'est constituée, qui a presque totalitaire d'ailleurs, mais qui maintenant craquelle de plus en plus. Et vous avez toute une série d'auteurs allemands qui sont très décoiffants, je veux dire, par rapport à tout ce qu'on écrivait en Allemagne jusqu'ici. Et qui sont de droite comme de gauche. Par exemple, Sarrazin, qui a fait le livre, Sarrazin, il a fait un livre pour dire l'Allemagne est en train de s'autodétruire. Et c'est un livre largement, pas uniquement d'ailleurs, mais largement hostile à l'immigration. Eh bien, Sarrazin, il est membre du Parti Socialiste. C'est très curieux, il est membre du Parti Socialiste et membre du conseil d'administration de la Bundesbank. Et lorsqu'il a sorti ce livre, qui s'est tout de suite vendu à des millions d'exemplaires en Allemagne, malgré la censure médiatique, il y a des gens qui se sont dit « mais c'est épouvantable ce type, ce qu'il dit, etc. On ne peut pas le conserver, il faut le flinguer professionnellement. » Et alors, il a été viré du conseil d'administration de la Bundesbank. La Bundesbank a publié un texte assez étonnant expliquant que les thèses de M. Sarrazin, qu'il a fait développer à titre privé dans son livre, pouvait remettre en cause la respectabilité de la Bundesbank. Enfin, je ne vois pas en quoi ça remet en cause la respectabilité de la politique monétaire de la Bundesbank, qui de toute façon, d'ailleurs, aujourd'hui, n'a plus beaucoup de rôle. Un peu écorné, oui. Alors ensuite, par contre, au Parti Socialiste, ça ne s'est pas du tout passé comme à la Bundesbank, c'est-à-dire que là, on a voulu le virer aussi. Et puis, quand ça a été annoncé sur les médias, il y a des milliers de militants socialistes qui ont dit « c'est très simple, si vous virez M. Sarrazin, moi je déchire ma carte ». Et là, la direction du parti a eu vraiment peur, parce que le mouvement était tellement important qu'ils se sont dit finalement on n'y touche pas, et il a gardé sa carte du Parti Socialiste. Donc mais on voit bien qu'à chaque fois le mouvement vient de la base, il vient du peuple, il ne vient pas des élites. Hein, ça c'est... Monsieur. Pour revenir sur ce que disait mon camarade, c'est sur le caractère heideggerien de l'eurasisme. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que en fait c'est une volonté de retour au nomos de la terre, contre d'ailleurs la thalassocratie libérale et commerçante, et que c'est créer une conscience continentale, et là ça devient même heideggerien, que nous ne sommes peut-être plus des hommes des forêts et des montagnes que des navigateurs, explorateurs. Enfin, explorateurs on peut l'être, mais enfin ça renvoie comme ça, et c'est en ce sens-là que ça peut être heideggerien, le racisme, c'est se recentrer sur ce donné fondamental du caractère, comment dirais-je, terrien,
Il y a de ça, mais jamais Heidegger, à ma connaissance, n'a théorisé nulle part dans un de ses livres une opposition entre le maritime et le terrien. Il a par contre opposé, alors là très souvent, très souvent, le terrien et l'urbain. Il a même expliqué que c'était pour ça qu'il ne voulait pas aller à Berlin. D'ailleurs, quand il a été nommé professeur à Berlin, il a refusé en disant « Moi, je veux être proche des paysans de la forêt noire ». Donc le côté terrien, alors là, il a 100% raison. Mais pour lui, ça ne s'oppose pas vraiment au monde maritime. Il faut dire que quand vous êtes Souabe, vous êtes tellement plongé dans le continent que vous ne pensez pas beaucoup à l'océan Atlantique. C'est pas chez Heidegger, je veux dire, c'est plus chez Dugin et chez le courant eurasiste lui-même, évidemment, c'est pas... Ah oui, oui, c'est ça. Mais c'est dans ce sens-là. Monsieur, attends, un mot sur le courant eurasiste, parce qu'il faut quand même rappeler qu'avant Dugin, le courant eurasiste a été développé par des gens comme Trubetskoy 50 ans avant Dugin. Oui. C'est un courant qui en Russie... C'est un des courants slavophiles. La Russie, le monde russe est un monde à part, qui n'est pas slavophile, justement, qui s'oppose à l'Occident et qui s'oppose aussi à tout ce qui n'est pas eurasiste. Merci, oui. Monsieur. Déjà, merci pour votre exposé. Parlez fort, s'il vous plaît, pour l'enregistrement. Merci pour votre exposé. J'avais juste une question beaucoup plus terre à terre, en fait, au sujet des dernières élections. En fait, il se trouve que j'avais lu dans le programme de Jean-Luc Mélenchon qu'il voulait un démantèlement de la BAC. Et du coup, vu que vous avez été au ministère de l'Intérieur, si je ne me trompe pas, est-ce que la vision rousseauiste de Jean-Luc Mélenchon s'est due uniquement à l'électoralisme, ou est-ce qu'en fait c'est pour couper en fait le lien entre le réel et les classes moyennes, ou juste une question justement électorale? Le fait de démanteler la BAC, c'est-à-dire les gens que vous avez décrits comme étant les plus proches des réalités constatées. C'est parce qu'il a une base ethnique, disons, bien particulière, qui en veut à mort à la BAC, parce que la BAC s'attaque à des minorités ethniques bien particulières aussi. Je crois qu'il y a un lien avec l'électorat. Chez un homme politique, vous avez toujours un lien avec l'électorat. Et si vous n'avez pas un lien dans la pensée d'un homme politique entre lui et son électorat, en général, sa carrière politique finit mal. Donc on ne peut pas reprocher à Mélenchon d'avoir un... Seulement le problème, c'est que la majorité de la population française n'est pas du tout dans l'esprit de l'électorat de Mélenchon. C'est-à-dire Mélenchon, effectivement, il a une influence importante sur une fraction de la population, et notamment de la jeunesse, mais cette fraction est sans doute condamnée à rester éternellement minoritaire. Sinon, il n'y aurait peut-être plus de France à ce moment-là. 10 minutes, ce serait pas mal. Oui, on va terminer. Une autre question? Une dernière question peut-être? Une fois, deux fois? Ben écoutez, merci à vous. Merci à la salle d'abord pour cet échange de très haut niveau. Je suis ravi c'est tout à fait une belle soirée du Carrefour de l'Horloge. Merci de votre participation. Merci bien entendu Yvan et à bientôt.